BFM Business, avec vous, des réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis de vous retrouver en ce lundi jusqu'à 13h en direct, comme tous les jours. Émission spéciale, évidemment, comme tous les débuts de semaine. On va vous parler de formation aujourd'hui. Sofiane Aklouf est de retour, oui, exactement, en pleine forme, avec notre adresse à rappeler. Bonjour Sofiane. Elle n'a pas changé cette adresse. Avec vous à bfmbusiness.fr, c'est l'adresse mail à laquelle nous écrire jusqu'à 13h pour communiquer, converser, poser toutes vos questions à nos experts. Il y a aussi le petit QR code qui s'affiche juste là. Vous le scannez et vous pouvez rentrer en contact avec nos 4 mousquetaires. Nos experts du jour, des pros évidemment dans cette émission. Geoffrey Fournier, DRH de Securitas Technologies. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Bon, vous nous rappelez ce que c'est très vite Securitas Technologies, on le dit souvent, mais... Le numéro 1 de la sécurité électronique en France et dans le monde, tout simplement. En toute simplicité. Arnaud Portanelli, à vos côtés, fondateur de Lingueo. Bonjour Arnaud. Bonjour. Rappelez-nous ce que c'est Lingueo très vite. Mais on vous l'avait dit que c'est les meilleurs dans cette émission, de toute façon. Vesna Pajovic, recruteuse au Mercato de l'Emploi. Bah, vous êtes numéro 1 des recruteurs. Numéro 1, le premier réseau de recruteurs indépendants en France. Et Justine Corré, associée, co-dirigeante du département droit social du cabinet IH pour toutes les questions juridiques. Bonjour Justine. Bonjour Sandra. On est ravis de vous retrouver évidemment dans cette émission. On va commencer par la première question. Bah oui, que des numéros 1 dans la team, oui. il faut bien commencer par une première question justement pour Arnaud. C'est Bernard qui nous dit, avec les réductions budgétaires prévues dans le PLF, le projet de loi de finances 2024, à quoi dois-je m'attendre en matière de financement de formation de mes collaborateurs ? On rappelle que là, le ministère du Travail doit faire l'équivalent de 2 milliards, c'est ça, dont 1,2 milliard sur Exactement. tout ce qui est formation au sens large, apprentissage. Alors, effectivement, c'est le pôle qui dépense le plus. Donc, on est sur plusieurs dizaines de milliards, enfin de dépenses, plus de 10 milliards en tout cas, 13 précisément, et on va viser les 2 milliards. Donc, c'est 1,2 milliard qui sont visés sur la prime à l'embauche à la fin de la formation. Elle était de 6 000 en ce moment, elle va passer à 4 500. Donc, en réponse à monsieur DRH, il faut évidemment qu'il s'attende à des baisses, en tout cas sur ce dispositif. Et il doit aussi prévoir une remontée des demandes en ce qui concerne les formations du bottom-up, comme on dit, à l'inverse du top-bottom, c'est-à-dire en gros que les salariés vont de plus en plus demander à leur DRH des co-constructions du fait d'un changement qui a eu lieu il y a quelques mois. Vous êtes tous informés que le CPF est devenu payant. Et donc du coup, si on co-travaille, si on cofinance avec son employeur, le CPF, cette participation aux frais tombe. Donc voilà ce qu'il faut qu'il prévoie. Co-construction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire va falloir mettre la main à la poche, en gros, alors, si je résume. Oui, dans les deux cas. C'est-à-dire, oui, on va parler avec Geoffrey. Tu voulais réagir ? Oui, donc la partie formation, c'est le deuxième poste de dépense d'un directeur des ressources humaines dans une grande entreprise. La première, donc, c'est lié à la rémunération, ce qui est assez logique et ce qui s'entend. Et le deuxième point, c'est la partie formation. Et de plus en plus, en fait, le mécanisme va être différent. D'une part, en fait, le budget est plutôt dans un sens ascendant des entreprises. Donc ça, c'est bien. Elles ont compris qu'il fallait passer par la formation. Exactement, puisque fidélisation, attractivité, parcours de formation, parcours d'expertise, enfin voilà tous les éléments que je décris souvent dans l'émission. Mais le point clé également, c'est que les salariés sont de plus en plus exigeants en termes de formation. C'est-à-dire qu'auparavant, on arrivait un petit peu avec notre plan de la direction sur les attendus de la direction, etc. Et de plus en plus, en fait, il y a un besoin. Et cet équilibre, en fait, il était plutôt à l'initiative de l'employeur au départ. Et désormais, en fait, c'est surtout une exigence sociale, en fait. Donc, c'est ça également qu'il faut prendre en compte. Ce point-là, il est clé dans la future vie des collaborateurs et dans la future vie des entreprises pour l'année à venir. Desna, vous êtes d'accord ? Et oui, je partage complètement. Et d'ailleurs, il y a quelques années, quand j'étais encore en entreprise, c'était vraiment un rendez-vous essentiel, celui de l'entretien annuel, celui où on s'attend à ce que le collaborateur nous exprime des souhaits, mais ça se travaille aussi et ça se prépare avec les managers. Un petit message d'ailleurs au DRH, n'oubliez pas cet entretien, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'abondement correctif, c'est-à-dire s'il n'est pas fait et qu'on ne propose pas de formation, on a une pénalité financière, donc une obligation d'abonder le CPF de l'individu. Mais Geoffrey, pour ce que disait tout à l'heure Arnaud sur le fait que voilà, le budget va baisser, vous concrètement, ça donne quoi ? On fait quel choix ? Comment on arbitre en fait ? En fait, de manière annuelle, en fait, vous avez des plans. Ces plans sont déclinés en différents types de formations. À partir du moment où vous avez une aide qui est moins importante de support, on va dire étatique, eh bien tout simplement, en fait, en fonction des attentes des collaborateurs et en fonction de notre budget, il y a un nouvel arbitrage qui est effectué.
effectué. En général, il est effectué en début d'année, mais désormais, il sera effectué de manière plus fréquente, tout simplement en fait. Oui, voilà. C'est ça. Et puis ceux qui ont eu les dernières formations, devront attendre davantage peut-être. Juste une petite réaction sur la partie entretien annuel. Cet entretien annuel, il est de moins en moins formel, dans le sens où il est obligatoire, il existe, mais sur la partie formation, il est de moins en moins le point de départ d'une expression de formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a des générations qui sont plus exigeantes. La jeune génération est plus exigeante en termes de formation, de développement personnel, et donc il faut être beaucoup plus réactif. Et le fait d'avoir un entretien annuel est insuffisant à l'heure actuelle. Très intéressant. 400 millions de pénalités aux entreprises par an qui n'ont pas fait l'entretien annuel. J'aime bien poser des chiffres, ça permet de réaliser. On va y revenir. Sofiane. Et justement, sur la formation interne, une question pour Vesna. Je suis salarié depuis 20 ans dans un grand groupe. Depuis 2 ans, je suis officiellement en mobilité et je n'arrive pas à bouger en interne. Les RH brillent par leur inertie. Que faire? Qu'est-ce qu'on fait? Et oui, alors c'est intéressant comme question et ça fait écho à ces quelques points qu'on vient d'évoquer. Moi, j'ai noté sur des chiffres clés qu'en réalité, 42% des actifs estiment que leur fonction, leur métier évolue trop vite et qu'il est nécessaire de travailler sur son employabilité. L'employabilité en entreprise, elle est vraiment essentielle. Plus de 70% se disent « je dois être maître et je dois être responsable de ma formation en interne et de mon parcours en entreprise ». Et pour revenir à la question, après 20 ans, ce collaborateur, il a sûrement dû évoluer de manière horizontale ou verticale, peu importe, mais il a en tout cas sûrement été dans différents services. C'est vraiment important d'avoir un réseau, de cultiver son réseau en interne, de prendre un café, de déjeuner avec des personnes de différents services, parce que c'est eux qui ont la primeur de l'information sur un poste qui va se présenter, sur une ouverture de poste, sur une mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un RH? Les RH sont là pour assurer arrêtez-moi si... Voilà, mais assurer une certaine équité, s'assurer de la visibilité des offres en interne, de les proposer pendant un certain temps en interne avant d'ouvrir à l'externe, mais ce n'est pas le DRH qui va définir la personne. Il faut être proactif, bien sûr. Geoffrey. Oui, il y a une démarche proactive. Encore une fois, souvent, on fait des offres de mobilité interne avant d'ouvrir en externe. Donc ça, c'est le premier point. Moi, s'il y a un conseil à donner aux collaborateurs qui veulent faire de la mobilité interne, c'est de se rapprocher de cette base de données-là, entre guillemets, qui est diffusée de manière hebdomadaire au sein des grandes entreprises. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ne pas se fermer. C'est-à-dire, vous avez des mobilités verticales et des mobilités horizontales. Et dans ce cadre-là, il convient d'élaborer, vraiment d'avoir une vision périphérique des possibilités d'évolution. Ça, c'est vraiment clé. Vous avez raison de se rapprocher, de dire qu'il faut se rapprocher de cet outil, parce que c'est vrai que souvent, on découvre les offres de formation ou bien après, Justine, proposer ces formations-là en interne, c'est une obligation? Alors, proposer les offres en interne, c'est une obligation, je dirais au sens large, parce que l'employeur, il a une obligation générale, comme vous le disiez tout à l'heure, d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail d'une part, et de veiller au maintien de leur employabilité, comme vous l'indiquez, c'est-à-dire qu'ils soient capables, pendant toute la relation de travail, d'occuper un emploi. Donc l'outil évident, c'est la formation. Et dans ce sens, l'employeur, oui, il doit proposer ces formations dans le cadre des plans de formation et dans le cadre de tout un panel d'opportunités pour les proposer. Il doit également, et on parlait de l'entretien, assurer un suivi de ces évolutions de carrière, de ces perspectives d'évolution en fonction des formations avec ces entretiens professionnels. Il y en a 2, on rappelle, un tous les 2 ans, un tous les 6 ans. Celui des 6 ans est un bilan, celui des 2 ans est une sorte de rendez-vous tous les 2 ans pour évoquer les perspectives d'évolution de carrière. Continuez à réagir à nos sujets. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. Alors, il y a quelques semaines, nous avons démissionné ensemble. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez? Oui, puisque nous avions ouvert un restaurant la semaine d'après. Tout à fait. Oui. Mais désormais, on retourne dans l'entreprise, mais on se forme pour essayer d'améliorer un peu nos compétences. On vous a donc demandé combien de formations avez-vous reçues ces 2 dernières années en entreprise. On a essayé de prendre un peu de recul. On vous a demandé si c'était aucune, entre 1 et 5 ou plus de 5. Bon, le dernier item, plus de 5, autant vous dire que vous verrez les résultats tout à l'heure, c'est très minoritaire. Ça interroge quand même. Quand on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent mais aucune, et parfois on n'y a même pas pensé, c'est un vrai problème en entreprise. Oui, Arnaud.
Déjà, ma première réaction serait de dire qu'est-ce qu'une formation ? C'est-à-dire, est-ce que les individus qui pensent n'en avoir pas suivi n'ont pas été formés par leur manager ou voire leurs confrères dans le cadre de programmes spécifiques, de réunions, etc. Je pense qu'il faut penser la formation au sens large, c'est-à-dire le dépassement de soi pour... déjà un entraînement intellectuel. Et puis, évidemment, il y a l'autre partie de la formation qui est une formation qui va aboutir à de la certification de compétences, qui va permettre de négocier tout simplement sa valeur sur le marché. D'accord ? Donc, je pense que c'est un sujet compliqué. On a tendance à mettre les deux l'un contre l'autre. Je pense que la formation devrait être synonyme de curiosité. Et je pense que ce serait d'ailleurs possible de refaire le sondage pour voir si, finalement, si on posait une question différemment, on ne s'apercevrait pas que ces gens-là se sont finalement formés. Vous voulez dire, est-ce qu'il faudrait poser la question, est-ce que vous avez demandé, ne serait-ce que vous ? Oui. Est-ce que vous avez la sensation d'être monté en compétence dans le cadre de votre activité professionnelle ? Et là, on voit la proactivité, justement, Vesna. Oui, je voudrais compléter parce que c'est une question de perception. C'est-à-dire que les collaborateurs, certains ont été formés, mais pour eux, s'agissant de formation obligatoire, parce qu'il y a ce volet-là, il y a des formations qui sont obligatoires, ils ne considèrent pas qu'il s'agit de formation. Finalement, ils disent, ça c'est obligatoire, donc ok, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Et c'est ça que j'ai vu aussi ces dernières années, c'est qu'est-ce que j'ai suivi comme formation intéressante. Donc peut-être que dans ce qu'on a recueilli comme... parce que moi j'aurais tendance à dire, ils ont peut-être dit entre 1 et 5. Personne n'a dit j'ai suivi plus de 5 formations. Ouais, en 2 ans ? En 2 ans, oui, c'est possible. Justement, je me demandais si vous aviez un chiffre, vous, Geoffrey, un collaborateur lambda, une moyenne, suit combien de formations sur 1 an, 2 ans ? Alors, en général, c'est des blocs de 2 ans. Bien souvent, dans l'émission, j'ai coutume de dire, voilà, les NAO, on les négocie sur 2 ans, et les formations, on les négocie un peu sur 2 ans aussi. Donc, en général, on est sur 1,6 formations par an, tous les 2 ans, donc par collaborateur. Donc ça, c'est un point important. Il y a différentes catégories de formations. Des formations réglementaires. Typiquement, un exemple, c'est une habilitation électrique. Je suis technicien, une habilitation électrique. Voilà, j'ai obligation chaque année, enfin sur une période donnée, de faire cette formation. La deuxième chose, c'est les formations diplômantes certifiantes, qui peuvent se faire en interne ou en externe. Vous avez en interne des centres de formation. C'est mon actualité au sein de Securitas Technologies, de créer un vrai centre de formation interne au sein du groupe. Donc ça pour le coup, je peux en parler assez librement. Il y a cette partie-là également qu'il faut prendre en compte. Et il y a tous les aspects, on va dire, plus informels de management, de leadership programme. Au sein de Securitas Technologies, on a un leadership programme pour le top management, le top 50. Ça, pour le coup, c'est des formations continues toute l'année et les gens se rendent compte qu'ils sont formés, mais c'est plus informel. Donc, il y a quand même ces catégories à avoir en tête. C'est exactement ce que j'allais vous dire. J'ai répondu non au sondage et je me rends compte en vous écoutant que je n'aurais pas dû répondre aucune, puisque précisément, mais ça s'est fait de manière informelle, par des échanges de mails. Je suis passé une demi-heure, j'ai découvert tel et tel métier, on m'a formé à la recherche documentaire ou au montage, mais j'ai pas pris comme un tampon de la part des RH, et donc je l'ai pas vu comme une formation. Et ne pas sous-estimer aussi l'auto-formation, c'est-à-dire que l'individu qui se met dans une difficulté professionnelle, qui va s'auto-former dans le cadre de son activité. Lui, indirectement, il a été formé par l'entreprise. Oui, effectivement, intéressant. Vesna, vous vouliez rajouter ? Oui, l'auto-formation, c'est le sujet. C'est parce qu'aujourd'hui, la formation est un sujet d'information. C'est-à-dire qu'on a accès à la formation, on a accès à des tutoriels, on a accès à des mini-formations, les MOOC par exemple. Beaucoup de personnes se sont orientées vers ça. J'ai envie d'apprendre ci ou ça. Là, j'ai découvert, parce que moi je suis dans le sud, du côté de Toulouse, j'ai découvert que l'université de Bordeaux offrait des formations gratuites en ligne à des personnes de plus de 45 ans qui souhaitent se former sur tel et tel. Donc, c'est ouvert à nous d'être acteurs et à nous d'aller tester, compléter, itérer. Il faut combattre l'idée de la formation pénible, comme à l'école, avec le bon, le mauvais élève. Oui, d'accord. Les frontières bougent aussi en formation. Sofiane. Mais là, on va vous demander de trancher entre le bon élève et le mauvais élève, justement. Jean-Pierre nous dit, l'employeur qui ne forme pas ses salariés peut-il être sanctionné ? Justine. Alors, oui, indirectement,
et directement. Indirectement, dans le cadre d'un contentieux par exemple, un employeur qui aurait licencié un salarié pour insuffisance professionnelle et qui se retrouve devant le Conseil des prud'hommes sans avoir de quoi justifier avoir formé son salarié à un moment ou à un autre de la relation de travail, ça peut affaiblir le motif de licenciement si vraiment il y a eu une absence totale de formation et qu'il est flagrant que le salarié aurait dû être épaulé dans son poste. Maintenant, on voit beaucoup en ce moment dans les litiges de demandes indemnitaires sur des manquements à l'obligation de formation à titre de préjudice distinct. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de condamnation sur ça pour le moment. Il y a beaucoup de demandes, mais qui font flop, et il n'y a pas de condamnation qui arrive sur des préjudices distincts. Mais bon, voilà. Mais est-ce qu'il y a un inversement de la charge de la preuve dans ces cas-là? Est-ce que c'est à l'employeur de prouver par des échanges de mails qu'il a essayé de proposer des formations? Ça sera à l'employeur de prouver, mais ça sera aussi au salarié surtout de démontrer quel préjudice distinct du reste de l'objet du litige il a subi du fait du prétendu défaut de formation de l'employeur. Une dernière question avant la pause. Oui, Sofiane. une remarque de David qui nous dit on ne parle pas assez de formation continue. Est-ce que c'est pas là la clé pour fidéliser les collaborateurs? Geoffrey. Oui, complètement. La formation continue, un peu comme un processus qualité d'amélioration continue. C'est exactement la même chose, mais dédié aux ressources humaines. Ça, c'est vraiment un facteur clé de développement. On parle souvent des parcours d'expertise et des parcours de managérial. Quelqu'un qui devient de plus en plus expert dans son domaine, outre la partie vraiment expérience liée à tout simplement la longévité dans la fonction, il y a surtout en fait des qualifications, des bornes entre guillemets à verrouiller, enfin à atteindre pendant l'intégration de la formation. De manière très, très pratique, ça pourrait être le cas d'un technicien qui est junior, expérimenté, puis ensuite expert 1, expert 2, expert 3, avec des critères bien précis à la fois d'ancienneté et de diplôme, enfin de qualification technique. Là, on est clairement dans un processus d'amélioration continue. Ce qui est intéressant aussi, Arnaud, peut-être pour la formation continue, justement, pas celle qu'on a une fois tous les ans ou tous les 2 ans, c'est que les formats sont différents. Il y a des modules très courts qu'on peut faire régulièrement, toutes les semaines, à sa propre initiative, mis dans son planning. Il faut parler aussi un petit peu de VAE avec l'évaluation des acquis de la compétence, des compétences que vous pouvez acquérir dans le cadre de votre activité, que vous allez pouvoir faire certifier par des cabinets. Clairement, c'est aussi une fenêtre de tir intéressante à utiliser. On va voir dans un instant que la formation prend différentes formes finalement, Sofiane. Oui, vous le disiez, VAE et tout un tas de sigles dans cette jungle des formations. On parle parfois de coaching, de sensibilisation à l'entreprise. Alors on vous demande quelle différence et surtout pour quels résultats. On va vous aider à essayer de vous y retrouver. Est-ce que ça a la même qualité? Est-ce que surtout ça a le même statut légal? Bref, on répond à toutes vos questions dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Toutes vos questions spécifiquement sur la formation. Il ne faut pas que ça fasse tomber tous les papiers comme ça, Sofiane, c'est pas grave. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Vos questions aussi sur la vie en entreprise et spécifiquement sur ce dossier de la formation. On a plein d'experts pour répondre à toutes vos questions. Ici, il y a une adresse à connaître, Sofiane. Oui, ne passez pas par le papier, ça s'envole visiblement. Passez par notre adresse mail avec vous @bfmbusiness.fr. C'est l'adresse où nous contacter ou les contacter, nos 4 experts qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous les rappelle, nos 4 experts. Geoffrey Fournier, DRH de Securitas Technologies, Arnaud Portanelli, fondateur de Lingueo, Vesna Pajovic, recruteuse au Mercato de l'Emploi, et Justine Corret, avocate associée co-dirigeante du département droit social du cabinet AIH. Il y a un instant, on voyait que la formation prend plein de formes en entreprise, Sophie. Oui, on parle de formation, mais plus largement, parfois de coaching, de sensibilisation. On s'y retrouve pas forcément, on ne sait pas vraiment ce que ce terme recouvre et la qualité derrière des services qui sont proposés. Alors déjà, entre coaching et formation, il y a une différence, vous en percevez une ou pas vraiment? Arnaud. Moi, quand vous me le posez la question, je pense que coaching, il y a un accompagnement humain. Je vois assez mal le coaching sans humain. Dans ma perception de la formation, je pense que l'humain ne sera jamais remplacé et sans accompagnement humain, on ne monte pas véritablement en compétences. Voilà, je pense qu'en tout cas, ça aide énormément. Donc je pense que quand on parle coaching, pour moi, c'est de l'accompagnement, c'est un peu du tutorat. C'est pour moi la même chose. Alors qu'une formation peut être uniquement technique, donnée par un logiciel. On va dire que la formation, c'est la grande thématique. Du coaching peut faire partie de la formation. D'accord. C'est une forme de. Voilà, c'est une forme de.
Geoffrey. Oui, et puis en ce qui concerne la sensibilisation, c'est vraiment le premier niveau, on va dire, tout venant, je dirais, de la formation. Ouais, limite pour voir si ça va intéresser le collaborateur, par exemple. Sur la partie coaching, malgré le fait qu'il y ait des coachings collectifs, je pense qu'il y a également une notion de volume. Un coaching est peut-être plus individualisé ou avec un volume de personnes plus réduit. C'est étonnant que vous insistiez sur ce côté humain parce qu'à première vue, on pourrait se dire c'est un peu comme les sciences dures et les sciences molles quelque part. Il y aurait la formation qui est un vrai diplôme ou en tout cas qui nous donne quelque chose à la fin, et puis le coaching qui serait peut-être un peu plus épuré, un peu plus parfois bullshit. On parle beaucoup de coaching qui serait pas très utile en réalité. Moi, je le vis pas comme ça du tout. Moi, je pense que tout coaching est une formation, toute formation n'est pas du coaching. Voilà, donc c'est vraiment juste pour moi une question d'entonnoir. Voilà, il n'y a pas de... D'un point de vue juridique, le coaching n'est pas forcément partie intégrante de la formation professionnelle. Si le coaching est une mission auprès d'un salarié en poste de travail, en situation normale de travail, c'est une mission de conseil, c'est pas considéré comme de la formation professionnelle. En revanche, si c'est intégré à un plan de formation, là, ça devient éligible à la formation professionnelle. Donc juridiquement, il y a une petite distinction. Sofiane. Bon, ça c'est pour la différence entre le coaching et la formation, mais quid de la différence entre la formation et la sensibilisation en entreprise? Est-ce que c'est plus avec des pointillés? On a posé la question à l'une de nos expertes qui vient régulièrement dans l'émission. C'est Linda Ganassali, la responsable de la Blue Link Academy, et nous a fait cette petite vidéo. En fait, quand il s'agit de sujets qui sont directement liés au métier, quand il s'agit vraiment des compétences qui sont très techniques ou très opérationnelles, qui sont vraiment au cœur du quotidien des collaborateurs, là, on va parler de formation. Donc là, on s'appuie sur beaucoup de temps, sur des méthodes qui sont très structurées, un programme de formation qu'on peut accompagner de coaching personnalisé. Souvent, on s'appuie des anciens, on s'appuie des experts. En revanche, pour des thématiques qui sont très importantes aussi dans l'entreprise, qui peuvent être la diversité, l'inclusion, on en parle énormément en ce moment, l'anticorruption, c'est obligatoire aussi, tout ce qui relève en fait de la RSE. Là, on est plus sur de la sensibilisation. L'objectif, donc là, c'est de faire passer un message, de créer une prise de conscience. Ah oui, c'est ce que vous disiez finalement, Geoffrey. Effectivement, c'est des notions qu'on donne. Exactement. Et parfois, en fait, il y a des notions. On parlait de formation réglementaire. Ces formations réglementaires, en fait, qui imposent une périodicité pour l'intégralité des salariés ou qu'une partie. Eh bien, en fait, ça peut prendre la forme d'une sensibilisation qui concerne tout le monde. Typiquement, je pense que la partie éthique, anticorruption est un bon exemple. Pour le coup, il y a souvent ou RGPD, il y a souvent ce type de sensibilisation et pour le coup, qui concerne tous les collaborateurs. Sofiane. On parlait tout à l'heure de VAE, validation des acquis en entreprise. Eh bien, Nicolas nous demande si la VAE inversée peut m'aider dans ma mobilité interne et externe. Ah, Vesna, c'est quoi déjà ? Oui, alors la VAE inversée, d'ailleurs, ça ne devrait peut-être même pas s'appeler comme ça, parce que c'est un dispositif qui est récent. Ça date, le décret c'est juin 2023 de mémoire, et ça a vocation en fait à venir compléter le dispositif du contrat de professionnalisation et ou de la VAE classique, validation des acquis de l'expérience. Et donc, rapidement, validation des acquis de l'expérience, c'est j'ai de l'expérience sur un poste, dans une fonction, mais je n'ai pas eu de diplôme. Donc je décide de poser la cerise sur le gâteau, de valider tout cela, et je suis accompagnée. Contrat de professionnalisation, nous connaissons moitié formation, enfin moitié, pour une part formation théorique à l'école et puis une partie en entreprise d'acquisition de compétences, et il y a certification. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On vient apporter un dispositif supplémentaire et qui a vocation à servir notamment les métiers en tension et qui dit voilà, même si vous n'avez pas d'expérience dans un domaine, vous pouvez, en entreprise, sur une période de 3 ans, en entreprise, donc, acquérir des compétences, être en situation de formation et de formation en situation, et d'avoir aussi cette partie théorique par des formations dispensées en entreprise. C'est du tout terrain, finalement, mais du terrain apprenant. C'est... Arnaud ? J'ai rien à rajouter. J'ai rien à rajouter. C'est un dispositif assez complexe quand même. C'est complexe malgré cette VAE inversée. Moi, j'en ai entendu parler une seule fois pour compléter, donc c'est vraiment nouveau. Alors, c'est à la demande des entreprises. Si j'ai bien noté, c'est à la demande des entreprises, et on est dans une expérimentation là. Oui, c'est ça. On est dans une jusqu'en 2026. Nous verrons. On verra effectivement ce que ça donne en entreprise avec un peu de recul. Réagissez à nos sujets.
Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sofiane. Puisque vous n'avez rien à ajouter, Arnaud, on va vous demander d'ajouter quand même et de résoudre un autre cas, celui d'Éric, qui dit « J'ai trouvé une formation qui m'intéresse, mais je suis perdu entre les différentes sources de financement comme le CPF et les OPCO. Comment ça fonctionne aujourd'hui ?» Oui, c'est important de revenir à la base, à la racine. On va essayer d'être très simple pour l'individu. L'individu qui trouve une formation, il faut qu'il se pose la question s'il peut l'encadrer, l'embarquer dans un projet d'entreprise. Si c'est ce qu'on appelle de la formation récréative, il y a peu de chances qu'il arrive à trouver des sources de financement. Donc récréative, vous l'avez compris, juste pour le fun. En gros, même s'il veut apprendre l'italien pour aller en vacances en Toscane, son entreprise ne l'accompagnera certainement pas. Et d'ailleurs, même dans ce contexte-là, la mobilisation du CPF fait question, puisque le compte personnel de formation, originellement dans la loi 2018, est là pour travailler votre employabilité et non pas pour vous faire plaisir. Raison pour laquelle aussi le permis moto est quasiment sorti. Maintenant, il faut avoir un seul et unique permis. C'était aussi pour éviter justement cette débandade, plusieurs centaines de millions d'euros, qui pendant très peu de temps, les gens se sont rués sur ce permis. Donc, si c'est récréatif, qu'ils financent seuls. Si c'est dans le cadre professionnel, donc avec une vision certifiante, qu'il finance avec son CPF, il aura 100 € à payer. Si par contre, il pense que son DRH, ici présent, peut trouver cette formation intéressante pour la compétitivité de l'entreprise, il y a deux, il y a l'employabilité de l'individu, ça c'est niveau individu, compétitivité d'entreprise, à ce moment-là, qu'il aille voir son DRH et qu'il travaille avec lui, il aura plein de solutions à lui proposer. Le plan de formation, on en a parlé, qui fait ou non appel à des financements publics et des financements d'OPCO, et aussi la co-construction sur le CPF. Donc il faut bien diagnostiquer au départ à quoi va servir cette formation pour ensuite trouver le financement. Sofiane. Une question pour justement notre RH. Louise nous dit vers qui se tourner pour être mieux formé aux enjeux de la transition écologique ? Vers vous, vers les DRH ? Oui, alors c'est un sujet d'avenir et c'est un sujet d'actualité en ce moment. Auparavant, en fait, quelle que soit l'activité de l'entreprise, ce type de sujet était soit dédié à des spécialistes, soit dédié à des entreprises vraiment spécialisées. À l'heure actuelle, en fait, ces enjeux de transition concernent toutes les entreprises et en fait, il y a vraiment un tronc commun à avoir dans le domaine RSE, chacun dans son métier, de manière à avoir un impact vertueux en fait dans le cadre de la transition, pas uniquement d'ailleurs environnementale, sociétale dans son ensemble. Donc ça, de plus en plus, les RH l'ont pris en compte. C'est pas forcément évident de prime abord, quand même. On est encore dans une phase de transition. Cependant, pour le coup, l'expression de besoin est la même, c'est le thème qui change. Donc, les interlocuteurs, c'est son management de proximité, ses ressources humaines et encore une fois, co-construire ensemble un besoin de formation. Encore une fois, ces choses-là, c'est quelque chose d'actualité. Il ne faut pas hésiter à être vraiment proactif dans ce sujet-là, puisque il n'y a pas que l'écologie, il y a également la partie sociétale au sein de l'entreprise. Donc, il faut vraiment être poussé à la roue, entre guillemets, c'est les ressources humaines là-dessus. La RSE, c'est extrêmement large, on le dit souvent dans cette émission. Vesna, vous qui êtes recruteuse, est-ce que le volet formation ressort souvent dans cette partie finalement de la carrière de la part des candidats ? Est-ce que c'est quelque chose auquel ils s'intéressent ? Oui, alors moi j'ai eu la chance pendant plus d'1 an d'accompagner un éco-organisme qui est dans le secteur du bâtiment et qui est complètement sur ce volet-là. Et j'ai vu cet éco-organisme travailler ses formations de manière très intelligente. C'est-à-dire qu'ils sont allés toucher ce point sociétal également. Par exemple, ils organisaient une sensibilisation autour du handicap, autour de comment on intègre dans notre entreprise toutes les visibilités ou invisibilités pour certaines. Donc je pense que les options sont sur la table. Tout est possible en fait. Après, ça nécessite une réflexion au niveau RH et au niveau, je dis à tous les niveaux. C'est pas que RH, mais la direction des ressources humaines est vraiment vecteur de belles idées là-dessus. Moi, c'est ce que j'ai vu en tout cas. D'un point de vue pratique, la question, si on met de côté la partie environnementale, il y a la partie de l'inclusion. L'inclusion des seniors ou l'inclusion en général, de la diversité, etc. C'est un
un point clé dans le recrutement, dans le management. Enfin, ça concerne vraiment tout le monde. Et ça, ces formations-là, c'est vraiment spécifique et c'est assez récent. Donc il faut vraiment, à mon avis, creuser ce sujet-là si on veut se développer et surtout être attractif. Parce que l'idée quand même derrière ça, c'est d'être attractif vis-à-vis des extérieurs. Donc, et d'accueillir cette nouvelle génération qui demande beaucoup sur ces sujets-là. Sofiane. Do you speak English? Je ne vais pas le faire en 10 000 langues, je vous préviens. Question rituelle parfois posée en entretien. Et on le sait, les Français ne sont pas forcément les champions du monde de la langue étrangère. Vous ne direz pas l'inverse, j'imagine, Arnaud. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la carrière des salariés. Alors on en parle avec une autre entreprise de formation. Avec vous, Héloïse Gertmann, vous êtes PDG d'Aimigo, ex-Gymglish, vous connaissez peut-être ce nom. Bonjour à vous, c'est notre coup de fil du jour. Vous avez commandé une étude réalisée par YouGov sur nos difficultés à parler une autre langue que la nôtre. Et alors, les Français interrogés, est-ce qu'ils ressentent une inquiétude, une aversion à l'idée de s'exprimer dans une autre langue ou pas du tout ? Oui, bonjour. Alors, une aversion, non, c'est un peu fort. Par contre, ce qui ressort de l'étude, c'est une appréhension. On a 40% des Français qui disent sentir de l'appréhension quand ils doivent s'exprimer à l'oral. Et clairement, gagner confiance en son expression orale est une préoccupation majeure des Françaises et des Français en entreprise. Je souligne aussi quand même que les sentiments négatifs ne sont pas seuls. Et il y a aussi plus de 50% des Français qui ont un sentiment de plaisir quand ils doivent s'exprimer à l'oral. Mais effectivement, l'appréhension arrive en tête des sentiments. Mais alors, c'est quoi le problème? Quels sont les obstacles principaux à l'expression un peu fluide et au fait qu'on se jette dans le grand bain en essayant de parler, même si notre grammaire n'est pas parfaite? Les obstacles principaux qui sont identifiés dans notre étude, c'est la compréhension orale et le vocabulaire. C'est vraiment les deux éléments que les Français souhaitent améliorer et qui jugent importants pour justement surmonter cette appréhension. En fait, il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Une langue étrangère, on n'a pas l'occasion tous les jours, enfin ça dépend de son activité et de son mode de vie, mais souvent on n'a pas l'occasion tous les jours de pratiquer une langue étrangère. Et comme tout ce qu'on fait de manière ponctuelle, eh bien ça produit une certaine appréhension avant de le faire. Et c'est pour ça que dans les formations qu'on recommande et que nous, on vend aux entreprises, on privilégie vraiment un rapport quotidien avec la langue, ou en tout cas régulier, parce que si on parle en fait et si on s'exerce un petit peu tous les jours, on va progresser en langue et on va progresser dans la durée, et donc on va surmonter beaucoup de nos appréhensions. Muchas gracias, Héloïse Gertmann, PDG d'Aimigo, ex-Gymglish. Vous le disiez quand même, 36% des répondants ressentent du plaisir à parler une autre langue, ça fait plus d'un tiers. C'est quand même source d'espoir, Arnaud. Oui, d'ailleurs, je les salue. Gymglish a été très longtemps partenaire de Lingueo. Gymglish qui envoie tous les jours une newsletter avec des informations, et Lingueo qui fait de la pratique linguistique en visioconférence. C'était un match parfait, et on a tous les deux beaucoup d'estime pour nos services respectifs. Il ne faut pas oublier tout de même qu'on est très ouvert en France. Alors, on a tendance tous à dire qu'on n'est pas bon, et c'est vrai, on peut être meilleur, mais franchement, voyagez aux États-Unis, vous verrez qu'on est quand même vraiment top en France. Les gens ne parlent pas, ils parlent aucune autre langue, ils ne sont pas ouverts sur les autres. Oui. Nous, en France, on est quand même conscients de nos difficultés, et c'est aussi pour ça que le marché est assez... Mais ils parlent anglais. Comment? Ils parlent anglais, on nous dit que c'est la langue universelle, la longueur de temps. Ils parlent anglais, donc ils se disent on n'a pas besoin d'apprendre les autres langues. Est-ce que c'est de pire en pire? Moi, j'ai entendu toute ma carrière que les Français étaient nuls en langue étrangère. Bon, ils voyagent, ça ne les empêche pas de voyager, ils parlent anglais aussi. On les reconnaît dans la rue parce qu'on les entend de très loin avec leur accent. Est-ce que c'est de pire en pire, ou est-ce qu'au contraire, avec la multiplication des organismes de formation et des choses très ciblées, on a quand même une progression positive? Moi, je suis convaincu qu'on a une progression et qu'on est de plus en plus fort. Par contre, il faudrait faire une véritable politique publique de montée en compétence sur l'anglais. Après, vous savez, c'est le problème d'une langue, c'est que c'est une culture. Et donc derrière, il y a des conflits de culture et des conflits d'intérêts géopolitiques. Mais je pense qu'il faudrait s'asseoir sur des idées préconçues de combat et faire comme les politiques des pays de Nord-Europe, qui, par exemple, diffusent beaucoup plus de télé dans les langues anglaises, ce qui va
va accompagner les gens dès leur plus jeune âge à la compétence linguistique. Mais ils ont des courants de langue dès le départ. Et ils sont des courants de langue dès le départ. Et c'est là où on vient. La double langue et dès en le France, départ. nous, on a déjà du mal à faire parler les Français, à faire écrire bien en français. Donc on se dit, on va avoir des difficultés si on les amène trop rapidement vers les langues étrangères. Vesna, est-ce qu'on n'est pas un peu pessimiste parce que finalement le bac mention européenne, ça fait longtemps que ça existe. Des collèges, des lycées où on offre la possibilité aux enfants de suivre des cours, beaucoup plus de cours en anglais que dans des classes classiques. J'ai 2 filles qui sont des adultes maintenant. Toutes les 2 ont été dans des lycées internationaux, je dirais, enfin internationaux, ou en tout cas, elles ont eu un bac mention européenne. Je pense que ça se démocratise un peu plus. C'est très répandu. Mais il y a un nouveau ennemi, il y a un nouvel ennemi sur les langues. C'est l'intelligence artificielle et la fainéantise de l'être humain. Donc là, le grand challenge des 10 prochaines années, ça n'est pas la compétence linguistique, c'est l'envie de ne plus réfléchir. Et on y vient à cette envie. Ça me fait plus plaisir. lire, résumer tout et ne plus écrire. Et ça, c'est un vrai souci. Réagissez à nos sujets. Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Mais oui, il reste quelques minutes, c'est vrai, on n'a pas parlé d'IA encore. Oui, pas encore parlé d'IA et on a des questions à ce sujet. Je suis passionné par l'IA. Dans quelle mesure cette IA transforme-t-elle le secteur de la formation? Est-ce qu'elle est en train de vous prendre des parts de marché? Vous devenez inutile, vous, Arnaud? Alors, c'est une question qu'on s'est posée très rapidement, effectivement. Alors, on pense que dans l'apprentissage de la linguistique, mais plein d'autres secteurs, heureusement, l'être humain est encore au cœur du dispositif. Et donc, souvent, quand on apprend quelque chose, c'est pour aller le confronter à un autre humain. La langue n'a aucun intérêt, si ce n'est d'échanger avec un autre humain, ouvrir un marché, aller répondre à ses clients. Donc Dieu soit loué, l'IA n'est pas en compétition avec nous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser bien l'IA en prenant en considération les nouvelles contraintes, notamment en écologie, qu'elles vont imposer dans les prochains temps, et de réfléchir à ce qu'on peut utiliser avec l'IA. Moi, je suis un fervent de formation. Aujourd'hui, c'est un sujet formation. C'est quoi la formation? Finalement, c'est aussi des politiques publiques pour aller travailler l'employabilité. Or, il y a une chose qu'on fait mal en France dans les politiques publiques, c'est le contrôle du retour sur investissement. Je pense que l'IA va nous aider à analyser les données pour pouvoir démontrer si une formation est véritablement efficace sur le marché de l'emploi. Et donc c'est ça, Alors, bien sûr, l'IA va aussi aider les formations à être plus personnalisées, accompagner les individus. Dans la certification notamment, il y a des choses extraordinaires qu'on est en train de créer pour faire de la certification vraiment de spécificité de métier très 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 spécifique. Mais voilà, moi mon appel positif, c'est d'utiliser l'IA pour faire plus d'analyse, plus de remontée de données, pour pouvoir dire, OK, là on fait un plan FNE sur ça, là on fait un plan de formation sur cette donnée-là pour qualifier et vraiment analyser les résultats. Geoffrey, vous les formations que vous donnez, elles utilisent l'IA ou... Oui, partiellement, pour être parfaitement transparent, on est vraiment au tout début du processus en ce qui me concerne. Cependant, moi j'abonde un peu dans son sens, dans le sens où l'IA, ça va surtout nous aider à focaliser sur la réelle plus-value humaine de la formation. C'est-à-dire un petit peu comme beaucoup de domaines, les coachs et les formateurs vont se focaliser sur les choses à plus haute valeur ajoutée, et l'IA va automatiser un certain nombre de choses un peu rébarbatives. Donc voilà, ce sera plus l'humain augmenté que réellement l'IA dans tous les sens. On ne s'inquiète pas donc. Sofiane. Une question liée à ça pour Vesna. L'IA peut-elle m'accompagner dans le suivi de ma formation? Et oui, et d'ailleurs, ça va venir compléter aussi on va être appelé à développer des out skills. C'est-à-dire cette capacité à piloter finalement l'IA dans les différents outils qui nous sont proposés, certains qu'on connaît bien. Alors, je ne sais pas s'ils sont complètement utilisés, mais on connaît tous ChatGPT. Le taux d'utilisation, il est peut-être moins important que ce qu'on pense. Après, il y en a d'autres. On m'a parlé de, par exemple, ChatPDF, qui va plus loin, qui permet en fait d'aller analyser des documents, de restituer quelque chose de beaucoup plus pertinent. Perplexity, vous devez connaître, c'est assez utilisé par les journalistes où on peut aller justement travailler des notes de synthèse. Et donc, savoir arbitrer, savoir comprendre ce qui est utile, ce qui est juste, parce que on pourrait se dire l'IA nous permet d'être un peu, si j'ose dire, feignant. Non, ça nécessite une observation, une attention de chaque instant et un arbitrage sur des informations qu'on en sort et qu'on veut réutiliser. Sofiane. Alors, tout à l'heure, on se demandait avec Geoffrey comment faire quand on a envie d'une formation pour essayer de convaincre sa direction.
Mais si c'est l'inverse, c'est la question que nous pose Véronique, si en tant que salarié, je ne souhaite pas suivre la formation, l'employeur peut-il me forcer ? Alors, Justine. Oui, l'employeur peut forcer puisque envoyer un salarié en formation, ça relève du pouvoir de direction de l'employeur. Dès lors que la formation est dans l'intérêt de l'entreprise, le salarié ne peut pas la refuser, sauf à avoir un motif légitime, mais sinon il ne peut pas, et un refus peut même être cause de licenciement si jamais. Oui, absolument. Ah oui, absolument. Ça vous est déjà arrivé, Geoffrey ? Alors moi, ça ne m'est pas arrivé, j'en ai entendu parler là, dans mon environnement très proche. C'est vrai, il faut quand même démontrer un lien précis avec le métier. C'est pas forcément évident à démontrer lorsque vous êtes sur des formations managériales, on va dire, un petit peu transverses. Il faut vraiment que ça soit spécifique au métier. Un exemple très simple, je suis technicien dans le domaine de l'électricité, c'est l'habilitation électrique, je refuse d'aller à l'habilitation électrique, donc je ne suis plus employable. Et là, dans ce cadre-là, assez basiquement, je peux sortir quelqu'un. Mais il faut quand même un lien assez clair. Hein. C'est pas évident à oui, une formation qui serait sans lien avec la qualification du salarié, c'est un motif légitime de refus, pour le coup. Oui, mais c'est vrai qu'on dit souvent que les managers la moitié des managers n'ont pas choisi d'être managers et qu'ils devraient être plus formés, qu'au départ ils étaient techniciens, ils ne voulaient pas forcément l'être. Ça passe par là, on est tous plus ou moins un manager en puissance. Oui. Donc c'est un petit peu, c'est une zone grise, quoi. Oui, complètement. Il faut, et encore une fois, une mise en formation, il ne faut pas voir simplement la formation. Il faut voir l'accompagnement vers cette formation. Ça, c'est important pour pas que le premier jour, entre guillemets, ça soit vraiment le drame, si je peux dire. Parce qu'en fait, dans les faits, la personne, il faut qu'elle soit au niveau avant même de commencer. Et l'idée, c'est que la chose soit confortable et que ce ne soit pas une formation sélective. J'insiste bien sur la pédagogie de la formation, notamment pour les adultes. La pédagogie de la formation et la pédagogie du DRH aussi. On est d'accord, c'est toujours très important en entreprise de se faire expliquer les choses. Tiens, on va voir si vous, employeur, vous avez donné des formations à vos collaborateurs. On répond à la question du jour. Sofiane. Allez, les résultats en puissance et pas fournis par ChatGPT. La réponse à la question du jour, combien de formations avez-vous reçues ces 2 dernières années en entreprise ? Eh bien, vous répondez entre 1 et 5. C'est l'item qui l'emporte sur LinkedIn à 46%. Mais sur les autres réseaux sociaux, sur X et sur Instagram, où on retrouve les plus jeunes de nos éditeurs, eh bien, c'est aucune qui l'emporte à 58% et 50%. On évoquait le plus de 5 formations en 2 ans, 18, 9 et 15%. C'est donc entre les deux, on va dire, mais beaucoup disent qu'ils n'ont reçu aucune formation. À relativiser avec tous les propos qu'on a tenus pendant l'émission. Demain, nous allons parler de rupture amoureuse. Ah oui, malheureusement. Mais il y a un lien quand même avec le monde du travail, je vous rassure, c'est pas gratuit. Évidemment. Parce qu'on va vous demander si vous êtes pour un congé spécial en cas de rupture amoureuse dans votre entreprise. Ça paraît dingue, mais c'est ce que proposent des députés aux Philippines. Ils veulent l'inscrire dans la loi. Le nombre de jours accordés dépendrait en fait de l'âge du malheureux et conduit. Si vous avez 20 ans, vous n'aurez le droit qu'à 1 jour. Au-delà de 25 ans, jusqu'à 3 jours. Une simple attestation qui prouve que vous êtes séparés suffirait. Alors vous nous dites si vous trouvez que c'est une bonne idée, si ça doit concerner uniquement les divorces ou si c'est une idée ridicule. Bref, vous votez, vous nous donnez votre avis sur les réseaux sociaux et on en parle demain avec nos experts. C'est un sujet qui devrait vous plaire. En tout cas, on remercie nos experts du jour, Geoffrey Fournier, Arnaud Portanelli, Vesna Pajovic et Justine Corré d'avoir été avec nous. Merci pour vos conseils. Et vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast et en replay dans quelques minutes sur notre appli, sur notre site. Nous, on va se retrouver demain. Bah oui, pas de rupture amoureuse. Non, exactement, pas de divorce dans cette émission. On s'aime tous et on est ravis que vous nous suiviez autant dans Avec vous. Merci beaucoup de votre fidélité. Passez une très bonne journée sur BFM Business. À demain. Avec vous sur BFM Business.